C'est un nouveau rendez-vous de l'actualité de Voici les titres. Il a une histoire personnelle avec le livre. Il en a écrit deux au début des années 2000. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a tenu à faire un tour au grand rendez-vous des acteurs de la chaîne du livre en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a visité les stands du SILA ce jeudi. C'est un Américain qui est sur le toit de l'église catholique. Robert Francis Prévost, 69 ans, est devenu aujourd'hui le premier pape de l'histoire originaire des États-Unis sous le nom de Léon XIV. Le souverain pontife a lancé un appel de paix à tous les peuples lors de sa première apparition devant une foule en liesse. Et puis, en visite du travail au Caire, en Égypte, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, s'est rendue à New Cairo à la rencontre du ministre égyptien des Affaires étrangères. À ce dernier, elle a remis un message du président de la République Alassane Ouattara pour son homologue Abdel Fattah al-Sisi. Bonsoir à tous. Le livre à l'honneur à Abidjan. Le Premier ministre s'est rendu ce jeudi au Salon international du livre d'Abidjan, le SILA. Robert Begré-Mambé, qui a une histoire particulière avec le livre, a fait le tour des stands du salon. Adelaï Koné, Ulrich Dongon. Le parc des expositions d'Abidjan vibre au rythme des mots. Le Salon international du livre d'Abidjan 2025, placé sous le thème « Livres et racines », attire une foule passionnée. Cette 15e édition met à l'honneur les Caraïbes, offrant une diversité culturelle riche et des échanges fructueux entre les continents. C'est un salon de très très grande qualité, de très haute volée. J'ai pu parcourir quelques stands. Manifestement, c'est un événement qui s'est installé, qui a trouvé son identité, qui a trouvé sa dynamique, qui a trouvé son rythme. Et je trouve que la fréquentation massive de préadolescents et d'adolescents est une promesse pour l'avenir qui est absolument inestimable. Prenant part à un panel, le Premier ministre a multiplié les appels à la jeunesse pour faire de la lecture une arme de transformation. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Tout a été fait par la parole. En disant cela, j'ai résumé la force du livre. Le livre distribue des énergies. Lire, c'est s'ouvrir au monde, c'est comprendre l'autre et bâtir ensemble une société harmonieuse. Le livre est d'abord un voyage à travers lequel on parcourt des émotions, des sentiments, des conceptions et des convictions. Le livre est une famille. Vous prenez un livre que vous le lisez, vous constituez avec les autres lecteurs une famille, de sorte que la communauté de réflexion qui apparaît après la lecture du livre vous permet d'être intégré dans une famille. Auteur lui-même, le chef du gouvernement a partagé un moment fort en dédicaçant ses ouvrages, saluant la richesse du SILA et le rôle des livres dans la construction d'un pays fort. Le livre est un formateur. Qu'on soit mathématicien, physicien ou économiste, si on ne prend pas l'habitude de lire, vous ne saurez jamais exprimer vos idées, même si vous avez les matériaux de base. Jusqu'au 10 mai, le SILA 2025 continue de célébrer le livre sous toutes ses formes, rassemblant auteurs, lecteurs et passionnés autour de la magie des mots et des lettres. Et lui, son nom s'écrit en 4 lettres. Léon, avec un 14 devant, c'est le nom du nouveau patron de l'Église catholique à l'état civil. Robert Francis Prévost, 69 ans, est devenu aujourd'hui le premier pape de l'histoire originaire des États-Unis. Le souverain pontife a lancé un appel de paix à tous les peuples lors de sa première apparition. On voit ça avec Grace Kando. Enfin, la fumée blanche au Vatican après 2 jours de conclave. Le pape est élu. L'Américain Robert Francis Prévost, désormais Léon XIV. Le nouveau souverain pontife succède au pape François. Chers frères et sœurs, c'est le premier salut du Christ ressuscité, le bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, j'aimerais que ce salut de paix puisse entrer dans vos cœurs, puisse rentrer dans vos familles. Âgé de 69 ans,
Le nouveau pape a longtemps été missionnaire au Pérou avant d'être appelé à Rome par le pape François en 2023 comme préfet du discater pour les évêques. C'est la première fois qu'un Américain est élu pape. Après l'élection, place à la messe d'inauguration de son pontificat prévue dans les prochains jours. Et avant cela, l'actualité nous conduit au Caire, en Égypte, où la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire effectue une visite de travail. Kandia Camara s'est rendue à New Cairo à la rencontre du ministre égyptien des Affaires étrangères. À ce dernier, elle a remis un message du président de la République Alassane Ouattara pour son homologue, Abdel Fattah al-Sisi. Envoyé spécial, Kader Sogodou. Voici le miracle égyptien. Réussi à faire sortir du désert une ville nouvelle pour répondre aux problèmes de surpeuplement du Caire. Le projet New Cairo, démarré en 2016, a aujourd'hui fière allure. Khaled Mahmoud Abbas, celui en qui le président égyptien Mohamed Abdel Fattah al-Sisi a placé toute sa confiance pour réaliser le projet, reçoit dans son quartier général la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Camara, en visite de travail. Comment ne pas s'émerveiller devant tant de prouesses? 50 000 fonctionnaires étatiques travaillent dans la nouvelle capitale et y viennent quotidiennement. Également le Parlement avec ses deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, qui ont de réunions dans ce palais présidentiel. Depuis un an, tout le gouvernement, tout le ministère et également le Premier ministre travaillent à la nouvelle capitale. En 3 ans, nous ciblons à peu près 500 000 habitants. La Côte d'Ivoire pourra compter sur l'expertise égyptienne. Voir ce nouveau modèle de construction de nouvelles villes, un modèle que nous, ici, membres de la délégation, nous voyons pour la première fois en Afrique, réalisé par des Africains. Nous ne pouvons qu'être fiers. Félicitations, Monsieur le Président, pour ce modèle. Un modèle qui pourra répondre efficacement à tous les problèmes qui se posent à toutes les grandes villes, les grandes capitales africaines. New Cairo, où la nouvelle capitale abritera également les nouveaux locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire. La présidente du Sénat a remis au nom du pays le 2e chèque relatif à l'acquisition. Le Premier ministre et son gouvernement sont déjà installés dans la nouvelle capitale. Le ministre des Affaires étrangères a reçu à son cabinet Kandia Kamisoko Camara, porteuse d'un message de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à son homologue égyptien Mohamed Abdel Fattah al-Sisi. Allez, on s'organise en Côte d'Ivoire autour de la création de l'Alliance des parlementaires libéraux d'Afrique. Une délégation de parlementaires composée de députés et de sénateurs a eu une séance de travail avec le ministre Sidi Touré, vice-président de l'Internationale libérale. On en sait davantage avec Dangui Dangui et Soura Abou. Le développement socio-économique et la stabilité politique de la Côte d'Ivoire ces 15 dernières années reposent sur les valeurs libérales telles que l'économie de marché, le développement durable et la gouvernance démocratique que défend le président de la République Alassane Ouattara. C'est ce qui ressort des échanges que le ministre Sidi Touré, vice-président de l'Internationale libérale, a eu avec une délégation de parlementaires composée de sénateurs et de députés ce mercredi à son cabinet. Aujourd'hui, nous voyons des coups portés aux institutions démocratiques installées et il est important que nous puissions faire parler la voix des parlementaires. Et nous nous réjouissons aujourd'hui et grâce à un pouvoir libéral en Côte d'Ivoire depuis plus de 15 ans, nous avons une stabilité économique, nous avons une stabilité au niveau sécuritaire. Le président Ouattara a affirmé cet engagement au chapitre libéral. Cet engagement donne des résultats qui fait que, dans son approche en tout cas, que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui une référence en matière de développement dans le cadre de la mise en œuvre de politiques libérales. L'Alliance des parlementaires libéraux d'Afrique dont la Côte d'Ivoire veut avoir le lead est une initiative qui vise à renforcer la coopération politique entre les parlementaires africains et européens de la mouvance libérale. Entre autres enjeux, donner une voix plus forte aux valeurs libérales dans les discussions politiques intercontinentales.
Une autre rencontre pour d'autres visées, le 13e congrès de l'Association des services publics d'emploi. Ce rendez-vous d'Abidjan, débuté le 5 mai dernier, a réuni plus de 150 délégués autour des questions d'employabilité des jeunes, mais surtout des nouvelles opportunités autour des questions d'accès à l'emploi des jeunes dans le monde. Franck Kouadio. Le 13e congrès de l'Association mondiale des services publics d'emploi ouvert officiellement ce mercredi. Depuis le 5 mai, Abidjan abrite l'événement de 4 jours. Plus de 150 délégations participent aux réflexions sur l'employabilité et l'autonomisation des jeunes dans le monde. Vous serez notamment amené à vous interroger sur les moyens d'anticiper et de maîtriser l'impact des mutations démographiques sur l'emploi et les compétences. Les mécanismes d'accompagnement de l'émergence des économies vertes, numérique et solidaire dans une logique d'inclusion sociale. Un marché de l'emploi moderne, la Côte d'Ivoire s'est inscrite avec ses réformes dans cette dynamique. Ces réflexions trouvent un écho particulier dans la vision stratégique du gouvernement ivoirien. Parmi ces instruments figure un large éventail d'interventions articulées autour de 3 axes stratégiques. En matière d'emploi salarié, il s'agit de favoriser l'accès des jeunes au monde professionnel à travers des placements directs en entreprise. 2. En matière de développement de compétences, l'accent est mis sur la formulation de programmes de formation de reconversion et de réqualification. Au nom du Premier ministre Robert Begré-Bambé, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale engage et confirme la volonté de l'État ivoirien. Les conclusions des travaux de ces assises d'Abidjan sont attendues. Les défis sont certes immenses, mais les opportunités le sont tout autant si nous savons conjuguer nos efforts, mutualiser nos expériences et surtout innover ensemble. C'est justement pour favoriser cette mutualisation des expériences que la Côte d'Ivoire a répondu positivement à la demande de l'Association africaine des services publics d'emploi d'abriter le siège de l'Académie régionale des services publics d'emploi. À ce 13e congrès de l'Association mondiale des services publics d'emploi, une nouvelle présidente a été élue pour 3 ans. Il s'agit de la Slovène Barbos Kerbic Greta Metka et la Côte d'Ivoire désignée à la vice-présidence pour l'Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, notre pays entretient de bons rapports avec les pays européens. En témoigne ce don de 10 milliards de francs CFA de la part de l'Italie, une enveloppe pour la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ahmed Traoré. 1 an après la visite en Côte d'Ivoire du président italien Sergio Mattarella, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie en matière d'éducation s'accélère. Dans le cadre du plan Mattei pour l'Afrique, l'État italien s'engage à soutenir la réalisation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La collaboration part sur déjà des premiers résultats qu'on avait eus dans les années passées et maintenant on va construire sur ces résultats pour réussir à combattre les différences entre les différentes régions du pays pour l'éducation. La ministre Maria Toukone salue le soutien de l'Italie à la Côte d'Ivoire, d'autant plus que les investissements vont concerner essentiellement l'amélioration des premiers apprentissages scolaires, fondement d'une école de qualité. Avec un budget d'environ 10 milliards, l'Italie intègre la mise en œuvre des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation à travers la réhabilitation d'infrastructures, à travers la formation de formateurs, à travers l'appui à des cantines, à travers des constructions et des équipements d'école. En plus de Lorenzo Otorna, ont pris part à la rencontre l'ambassadeur de l'Italie en Côte d'Ivoire, Arturo Luzzi, et l'ambassadrice de Côte d'Ivoire en Italie, Ngozen Bakayoko. Bientôt des politiques mises en place pour soutenir les femmes qui œuvrent dans l'univers de l'artisanat. Des experts y ont réfléchi récemment au MIVA, marché ivoirien de l'artisanat. Le ratio est faible. Sur les 3 millions d'artisans que compte la Côte d'Ivoire, 22% sont des femmes. Victorine Yaoyobwe. Comme leurs collègues hommes, les femmes artisanes sont venues nombreuses au MIVA pour exposer leur savoir-faire. Leur ingéniosité séduit des clientes surprises par la beauté des créations, mais aussi par le goût des produits pour celles qui se sont essayées à la dégustation du thé au curcuma ou à la poudre de cacao. Je viens de boire un thé à base de cacao
qui est très bon. C'est sans sucre, mais vraiment c'est bon. Elle m'a annoncé tout à l'heure les vertus du cacao que je ne connaissais pas. Des produits de qualité, certains bio et à des prix abordables. Des atouts qui devaient permettre à nos artisanes de s'imposer sur le marché local et à l'international. Ce n'est pourtant pas le cas. Notre observation, les Ivoiriens n'aiment pas trop consommer les produits locaux, c'est ce qui nous fatigue un peu. Par exemple, quand vous partez en Chine, vous partez au Japon, ce qu'eux-mêmes ils fabriquent, ils consomment. C'est vraiment parce qu'on ne connaît pas qu'on ne consomme pas. À la télé, pour nos émissions, on fait plus de publicités qui viennent d'ailleurs que des publicités de nos produits. Encourager les populations à consommer ivoirien tout en invitant les artisans en général à promouvoir leurs produits. Cela a l'avantage de garantir une clientèle locale. Mais il faut aller plus loin si les femmes veulent devenir des championnes nationales pour ce qui concerne l'artisanat. Premier défi, sortir de l'informel. Les femmes ne doivent pas avoir peur de se formaliser. Elles ont peur de payer les impôts, donc ça va venir naturellement, mais c'est normal de payer les impôts. À partir de cet instant, il y a une structuration qui va venir, il y a de l'accompagnement, il y a beaucoup de structures qui sont là pour les accompagner. On a vu le bel exemple de Naïma Dolls, qui est devenue une holding, qui a été soutenue par l'État, par les institutions. La fondatrice de Naïma Dolls citait un exemple à la journée de l'investissement au féminin au MIVA. Quand on lui demande le secret de son succès, il n'y a pas de secret, c'est que c'est une posture. Et la posture de l'entrepreneur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans un écosystème où et l'État et les banques sont prêtes à nous accompagner, c'est vraiment une posture où l'entrepreneur doit aller à l'information, mais également doit se formaliser. Le manque de formalisme fait qu'en fait, on pense qu'on passe entre les mailles du filet, mais en fait, on manque pas mal d'opportunités. Des conseils pris en compte par cette jeune bijoutière qui rêve du développement de son activité. Pour l'instant, la formalisation est en cours. C'est très important d'être formel, très important d'avoir des papiers pour son entreprise parce qu'avec ça, on a beaucoup d'opportunités et aussi on est beaucoup plus fiable envers le client. Les mécanismes existent déjà, notamment le statut d'entrepreneur. Aux femmes de saisir ces opportunités pour leur émergence, comme l'indique le directeur général de l'artisanat. À moins de 30 millions de chiffre d'affaires hors taxe par an, vous avez le statut de l'entrepreneur. Et il y a une taxe communale de l'entrepreneur qui est pour le chiffre d'affaires de moins de 5 millions par an. C'est des dispositifs fiscaux qui sont aménagés pour elle. Le secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire contribue à environ 20% du PIB, avec seulement 4% d'entreprises formelles. D'où l'invitation des femmes à l'information, à la formation et à la formalisation. 3 étapes nécessaires en vue d'accéder au financement. Si on y ajoute la digitalisation du commerce aujourd'hui, elles auront toutes les cartes en main pour changer le visage de l'économie ivoirienne en tant que championne nationale de l'artisanat. Et des femmes de l'artisanat, on passe aux producteurs dans la filière café. La directrice exécutive de l'Organisation internationale du café en visite en Côte d'Ivoire a rencontré les acteurs locaux de la chaîne des valeurs du café, notamment les torréfacteurs et les transformateurs. Les échanges ont mis en priorité plusieurs sujets liés à la viabilité de la filière en vue de l'augmentation des rémunérations des producteurs. L'ancienne Bakayoko. Sur le marché international du café, les prix flambent, mais les revenus des planteurs sont en baisse. En cause, la saturation des principaux marchés, notamment américains et européens, qui réduisent considérablement la rémunération des producteurs. Aujourd'hui, l'option est donc à la diversification des marchés vers les pays émergents. Les revenus payés producteurs demeurent la priorité des priorités. Avec l'embellie des prix sur le marché international, nous pensons que nos producteurs méritent mieux en permettant d'avoir une équité dans la chaîne de valeur du café et du cacao. Un autre défi, c'est le changement climatique. Changement climatique qui appelle à une meilleure maîtrise de l'irrigation, de la durabilité et surtout de la recherche. Il est important de sélectionner des variétés de caféiers qui soient adaptées au changement climatique. Et il faut faire du travail qui demande du temps et qui demande des infrastructures qui existent ici en Côte d'Ivoire. Les essais agronomiques qui sont faits en Côte d'Ivoire permettent justement de sélectionner ce qui est bien adapté à la Côte d'Ivoire. La question de la déforestation reste tout aussi un enjeu majeur. Quant à la situation des petits producteurs, combinée à celle des autres acteurs locaux comme les torréfacteurs et les transformateurs,
le financement figure au rang des priorités. Aujourd'hui, le plus important, c'est de pouvoir augmenter notre capacité de production sur le plan national et aussi transformer pour la valeur ajoutée. Cela va nous permettre aussi de mettre sur le marché des cafés de qualité parce que c'est toute une chaîne. Lorsque le producteur nous n'a pas le bon café, la Côte d'Ivoire ne peut pas se positionner sur une bonne valeur à l'international. La filière mondiale du café génère 102 milliards de dollars. Seulement 7% sont captés par les producteurs africains, alors qu'ils fournissent au moins 20% de la production. Et si les produits sont de qualité, il y aura un retour satisfaisant sur les rémunérations. Parlons de qualité. La 3e édition du Forum africain de la qualité, de la sécurité, de la santé au travail et de l'environnement s'est tenue à Abidjan. Thème retenu, la transition écologique pour une Afrique résiliente et durable. Grâce Kando, Samassi Alassane. La transition écologique pour une Afrique résiliente et durable, une thématique au cœur de la 3e édition de Africa QHSE Forum 2025. Une structure œuvrant, entre autres, dans le domaine de la protection de l'environnement. Notre mode de consommation nous amène à détruire la planète. Par exemple, avec la pollution plastique, la pollution atmosphérique. Et face à ces différentes menaces, on ne peut pas rester inactif. Il faut qu'on développe de nouvelles approches. C'est essentiellement le changement de comportement, mais c'est aussi l'action. L'action par le reboisement, l'action par la restauration des terres, protection de la biodiversité. Cette rencontre, qui dure 3 jours, sera marquée par des panels, des expositions et des démonstrations. À cette occasion, plusieurs entreprises africaines ont été distinguées pour leur initiative en faveur d'un environnement de qualité. Depuis 2013, nous avons commencé à parcourir la Côte d'Ivoire, sensibiliser, former les élèves, les étudiants, à travers des panels, à travers des reboisements, à travers des séances de sensibilisation. Aujourd'hui, c'est le couronnement de tout ce parcours qui a été reconnu et nous sommes très très contents. Au nombre des récipiendaires, le ministre de l'Environnement, Jacques Assaoré Conan, représenté pour la circonstance par son directeur de cabinet, qui en a profité pour présenter les efforts du gouvernement en matière de protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire la promotion des énergies renouvelables. Il y a le volet agriculture. Nous faisons la promotion d'une agriculture intelligente face au climat. On peut faire l'agriculture autrement sans faire la déforestation. Nous faisons la promotion de transport propre avec les véhicules électriques, avec le train rapide qui va être mis en œuvre. Africa Forum 2025 se tient du 8 au 10 mai prochain. Un autre volet de l'actualité présidentielle 2025, la ministre Miss Belmondo Dogo rencontre les organisations de la société civile. Le message est clair, œuvrer au renforcement de la cohésion pour des élections apaisées. Michel Mombo. 2025, année électorale. Enjeu majeur pour le gouvernement, l'organisation de scrutins apaisés. Cela passe nécessairement par le maintien et le renforcement de la cohésion nationale sur le terrain. Le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, en collaboration avec les organisations de la société civile, multiplie les activités. Cette rencontre, le lieu donc de faire un bilan à mi-parcours, occasion également de réitérer l'engagement. Nous sommes toujours engagés à poursuivre les activités de formation, de sensibilisation, bientôt d'observation électorale également. Sachant que ce contexte électoral, les contextes électoraux généralement dans nos pays sont le prétexte pour le règlement de tous les relents communautaires. Séminaire de renforcement de capacités, sensibilisation des forces de défense et de sécurité, des leaders communautaires, des femmes, des jeunes en vue de la prévention de la violence et de la gestion pacifique des conflits, élaboration d'une cartographie des zones à risque. La machine est lancée. Miss Belmondo Dogo revient sur les orientations. La cohésion sociale et la consolidation de la paix qui fondent votre légitimité transcendent les clivages partisans. Ces causes n'ont pas de couleur politique. Mesdames et messieurs, dans ce tournant décisif de la vie de notre jeune nation, nul n'a le droit de faillir. C'est pourquoi je vous invite dès maintenant à prendre votre bâton de pèlerin
pour sensibiliser, colmater les brèches, encourager et faciliter le dialogue entre tous les acteurs. Cette rencontre de cadrage et d'orientation fait suite à la signature entre les deux parties le 19 novembre 2024 d'une convention de partenariat stratégique en vue de la mise en place d'un cadre permanent de concertation. 15 mai 2025, c'est la nouvelle date retenue pour le verdict dans l'affaire Dame Valérie Yapo et Tidjane Thiam, président du PDCI RDA. Konaté Moussa, Adama Sangaré. Le procès opposant Dame Valérie Yapo et le PDCI RDA reporté au 15 mai prochain. À la suite de cette décision, les membres de la direction et l'avocat du parti expliquent les raisons du report à la presse. À l'audience ce matin, la présidente du tribunal nous a fait savoir que les observations du procureur étaient dans le dossier. Et nous, qui nous trouvons donc en position de défense, nous demandons donc à faire des observations, mais par écrit, sur les observations faites par le procureur. Et comme ça se fait en matière de procédure, nous avons donc demandé au tribunal ce matin l'autorisation de déposer des éléments nouveaux en complément des moyens de défense que nous avons déjà déposés. L'avocat, ou du moins la partie qui a saisi le tribunal, a voulu s'opposer à cette demande. Et finalement, ce qui a été décidé ce matin par le juge, c'est que l'affaire est renvoyée à la semaine prochaine, donc au jeudi 15 mai, pour que toutes les parties puissent faire connaître au tribunal leurs dernières observations, soit par écrit, soit verbalement. Et à l'issue donc de l'audience du jeudi 15, le dossier sera mis en délibéré pour que le tribunal rende sa décision dans cette affaire. Pour le PDCI RDA, la nationalité ivoirienne de Tidjane Thiam ne souffre d'aucune ambiguïté. Maître Subi rassure, le président du PDCI RDA n'est pas concerné par l'article 48. L'argument ou le texte de loi qui est utilisé pour justifier toutes ces actions, c'est l'article 48 du Code de la nationalité. Ce texte-là n'est pas applicable au président Tidjane Thiam, parce que ce texte concerne un Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une autre nationalité. Or, cela a été déjà dit à plusieurs reprises et c'est ce que nous allons dire à nouveau le 15 avec des éléments de preuve à l'appui. Le président Tidjane Thiam est né ivoirien, il est né français parce qu'il est né d'une mère ivoirienne et d'un père français. Donc, il n'a pas acquis la nationalité française lorsqu'il est devenu majeur. On ne peut donc pas lui appliquer l'article 48. Le PDCI RDA réaffirme son soutien à son président Tidjane Thiam. De nombreuses actions de mobilisation des militants sont annoncées pour soutenir sa candidature à l'élection présidentielle prochaine. Dans le reste de l'actualité, à Berlin, le 8 mai 1945 est une journée de souvenirs marquant la capitulation de l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce jour a été célébré en Europe, notamment en France. Regardons. 80 ans, le 8 mai 1945, la victoire pour la France et ses alliés avec la capitulation de l'Allemagne nazie, marquant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans les faits, la reddition sans condition de l'Allemagne nazie est d'abord actée le 7 mai 1945 à Rennes en France. Mais Joseph Staline, le dirigeant de l'Union soviétique d'alors, n'étant pas satisfait de cet acte en territoire français, le marathon de la paix en Europe a donc continué le lendemain, 8 mai. Changement de lieu, de date et aussi de signataire. La capitulation acte 2 de l'Allemagne a lieu cette fois-ci à Berlin le 8 mai 1945, au quartier général soviétique. Les signataires, le maréchal Zhukov pour les soviétiques, le général Lastre de Stassigny pour la France et le maréchal Wilhelm Keitel côté allemand. Le texte est similaire à celui du 7 mai, avec une nouvelle clause, le désarmement complet de l'Allemagne. C'est donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et si la ratification de l'acte de capitulation est effective le 8 mai peu avant minuit, heure d'Europe occidentale, elle n'est enregistrée qu'à 1h du matin en Union soviétique. La victoire de la guerre des Alliés se commémore donc le 9 mai en Russie.
Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitulait donc à l'heure européenne. À ce jour, le 8 mai 1945 reste la date qui a apporté la paix en Europe. Mais la guerre s'est poursuivie dans le Pacifique jusqu'à la capitulation japonaise après les bombardements nucléaires de Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945. La voix de Gabriel Zani. Très belle soirée. Dieu nous garde en vie et en bonne santé. Bonsoir.